Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette sixième séance du SOCOSMA, le séminaire d'observation de la crise Covid-19 dans les sociétés du monde arabe, qui a été lancé en avril dernier. Alors, ce séminaire, comme vous le savez sans doute, est commun à 6 centres du réseau des unités mixtes des instituts français de recherche à l'étranger, qui est sous la tutelle du CNRS et du ministère des Affaires étrangères. Donc, le séminaire a été monté à l'initiative du CEFAS, qui est spécialisé sur la péninsule arabique. Il regroupe également le centre Jacques Berck de Rabat, l'IRMC de Tunis, le CEDEJ du Caire, le CEDEJ de Khartoum et l'IFPO de Beyrouth. Alors, cette sixième séance effectue un retour au CEFAS et se tient donc à Abu Dhabi avec Frédéric Lagrange, que le directeur du CEFAS, Abbès Zouache, va pouvoir présenter. Alors, comme j'ai été nommé monsieur Loyal par intérim du fait de la présentation de Frédéric Lagrange, je vais de nouveau préciser un certain nombre de modalités de fonctionnement du séminaire. C'est un séminaire qui est enregistré. La vidéo est ensuite mise à disposition en accès libre sur la chaîne YouTube qui a été créée à cet effet. On a déjà 5 vidéos qui sont disponibles. Afin qu'on ait l'enregistrement qui soit le plus propre possible, on va vous demander de fermer vos micros tout le temps de l'intervention. À l'issue de la présentation de Frédéric Lagrange, on pourra avoir une partie de questions. Je vous demanderai donc de signaler vos demandes d'intervention par écrit en utilisant la fonction converser du programme et la fonction lever la main. La parole vous sera donnée par ordre d'inscription. Alors, lorsque vous poserez une question, il faudra bien veiller à allumer votre caméra. Poser une question avec caméra allumée équivaut à accepter la diffusion de votre image. Merci également, lors de la question, de préciser votre institution de rattachement. Alors, avant de lancer la présentation proprement dite, je laisse donc la parole à Abbès Zouache, directeur du CEFAS. Bien, merci Laurent. Bonjour à tous à nouveau. Merci Frédéric. Donc cette sixième séance, comme il a été précisé, sixième séance qui nous réunit, et je répète à nouveau mon plaisir, notre plaisir que de nous retrouver donc pour apporter des éléments de réflexion, d'analyse sur l'évolution de la crise et de sa perception, de sa gestion aussi dans le monde arabe. Frédéric Lagrange va nous parler aujourd'hui donc de la Covid-19, des réseaux sociaux et de la culture pop dans la péninsule arabique. Une séance qui met en perspective, je crois, toute l'importance du numérique dans nos pratiques de chercheurs, dans la possibilité de constituer des corpus dont Frédéric va nous montrer à quel point finalement ils sont utiles et même indispensables pour progresser dans la connaissance des sociétés sur lesquelles et dans lesquelles nous travaillons. Frédéric met aussi en perspective, mais cela nous le savons depuis longtemps, et c'est un fait commun, si j'ose dire, il met en perspective l'importance du numérique, des réseaux sociaux dans nos mondes arabes, une importance qui a été soulignée à maintes reprises, en particulier depuis ce que l'on appelle communément aujourd'hui les printemps arabes, et dont on sait bien, et c'est tout particulièrement le cas dans la péninsule arabique, à quel point ce sont des outils de communication, de diffusion du savoir, et des outils qui sont vraiment très importants. De Frédéric, je dirais seulement quelques mots. Frédéric Lagrange donc, est professeur à Sorbonne Université. Il est en délégation au Centre français d'archéologie et de sciences sociales, donc au CEFAS, et basé à Abu Dhabi, où il est responsable du bureau dont nous disposons aux Émirats arabes unis. Simplement, précisons parmi sa très importante production
intellectuelle la parution toute récente d'un ouvrage qui est consacré, je crois qu'il va nous le projeter, qu'il a Voilà, notre dirigé. numéro de duettiste est parfaitement réglé puisque voilà la couverture du livre en direct live. Merci Frédéric. Donc, ouvrage qui s'intitule Culture pop en Égypte entre mainstream commercial et contestation, et qu'il a dirigé avec Richard Jacquemont et qui est paru en 2020 et qui est disponible dans toutes les bibliothèques, évidemment. Donc, merci à toi Frédéric, et puis, eh bien, tu as la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par partager mon écran tout de suite et engager ma présentation en lançant ceci. Donc, je m'assure simplement de pouvoir voir mon écran et je commence. Donc, la crise pandémique qui s'est abattue sur le monde depuis février 2020 s'est traduite dans les pays de la péninsule arabique comme ailleurs en divers types de productions culturelles, des chansons, des poèmes, des plaisanteries, des sketchs vidéo, des mèmes Internet qui sont diffusés sur Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, etc. Et qui sont des productions qui expriment pour une part les politiques des États face à l'urgence, politiques relayées par des artistes et des influenceurs au service spontané ou commandé des autorités, et pour d'autres, des réactions individuelles à la crise, exprimant dans les limites tolérables par une surveillance pointilleuse des discours diffusés sur les réseaux sociaux, qui la peur, qui l'ennui, qui une attitude sarcastique sur les comportements de société qui sont obligés de bouleverser leurs habitudes. Le décodage opéré par ces productions du discours médical et prophylactique autorisé peut être, selon les catégories théorisées par Stuart Hall, un décodage hégémonique où le récepteur intègre directement et sans restriction le sens connoté d'informations qui lui ont été transmises et participe donc à rendre le discours officiel performatif. Ou bien la position est négociée et renferme un mélange d'éléments adaptatifs et oppositionnel, ce qui fait que la production se réserve le droit d'effectuer une application plus distanciée des préceptes qui ont été transmis verticalement. La matière sur laquelle je travaille peut parfois sembler dérisoire. Le but de cette intervention va donc être de suggérer de la signifiance au-delà d'une apparente insignifiance, mais en assumant le risque inhérent à cette entreprise qui est celui de la projection ou de la surlecture. C'est une matière qui est tributaire dans sa collecte même des hasards de la circulation sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision satellitaires. C'est aussi une matière qui tend aujourd'hui à se réduire très fortement. Après une première action universelle qui a consisté à combattre la peur de la contagion et l'ennui du confinement par le rire entre mars et mai 2020, et parallèlement à l'embrigadement spontané ou organisé des artistes et des influenceurs, puisque les États-Unis et le Golfe sont deux régions du monde dans lesquelles cette dernière catégorie est considérée comme un métier, au point qu'aux Émirats arabes unis, il faut une très officielle licence d'État pour être influenceur, obtenue auprès du National Media Council, et cela permet d'exercer cette occupation lucrative. Donc, il s'agit de véhiculer des messages étatiques de prévention. Mais à partir de juin, la présence du coronavirus et de la maladie dans les productions culturelles du Golfe et dans le monde arabe de façon générale a régressé assez notablement et actuellement, elle est anecdotique. Ce sera peut-être simplement dans une phase ultérieure qui n'a pas encore commencé qu'on verra les transformations engendrées par ce fait social total, au sens de Marcel Mauss, concernant tous les membres de la communauté et disant quelque chose de chacun d'entre eux. On verra peut-être donc ce fait total se refléter là dans la production littéraire et audiovisuelle à grand budget. Alors, un des premiers mèmes Covid qui me semble avoir circulé le plus largement dans le monde arabe, mais seuls nos correspondants au Maghreb pourront nous dire s'il a dépassé les frontières du Moyen-Orient, n'est pas issu de la région Golfe et pourtant a un rapport avec la région Golfe. Circulant début mars, c'était un enregistrement sonore anonyme venant du Liban et qui était diffusé par voie de messagerie WhatsApp et beaucoup de mes correspondants l'ont reçu.
une bourgeoise mentionnait à son interlocuteur, donc par message vocal, que son amie Lou Jane, passée par Milan et Londres, était rentrée à Beyrouth. Elle avait organisé un anniversaire pour ses enfants. Elle s'était rendue à un brunch de 50 dames de la haute société. Elle avait déjeuné au centre-ville avant d'aller s'exercer dans sa salle de sport et de se révéler finalement atteinte par le coronavirus. Le résultat était le suivant. Alors, le résultat était le suivant, si j'arrive à faire marcher ceci. Voilà, le résultat était بانيك توتال نسوان بيروت كله عم تنرش البناية وتتعقم الجيران بانيك توتال اللي اجوا على العيد الفلبينيات الدنيا كلها قايمة قاعدة بهالقصة اليوم. Elle commentait, l'inconnu commentait en provoquant l'hilarité de toute la région, mentionnant le luxueux immeuble de Downton en train de désinfecter à la hâte, les bonnes Philippines saisies par la frayeur. Il faut dire que tous les éléments étaient réunis pour un bon mème. Les stéréotypes nationaux, avec la jet-setteuse libanaise menant un train de vie luxueux dans un milieu privilégié, le même est concomitant de la limitation des retraits et l'annonce du défaut de paiement de la République libanaise qui rendra rapidement obsolète. Ce way of life insouciant date du 7 mars 2020. Il y avait également la supposée inconscience féminine et l'idée encore forte en ces premiers jours de mars qu'il y avait là quelque exagération dans la réaction. Les semaines suivantes se chargeraient de détromper les rieurs, dirait-on, si on ne craignait la téléologie. Enfin, la diffusion de ce même sonore au Moyen-Orient et dans le Golfe devait à la fois au hasard et à la dissémination des diasporas arabes dans la zone Golfe, là où des opportunités d'emploi sont ou étaient présentes. Parce qu'en effet, à la fin de l'enregistrement, l'inconnu disait à son correspondant « raconte ça à Razi », ou plutôt forward mon message, car je n'ai pas son numéro saoudien. On devine aisément que le Razi en question s'était empressé à son tour de diffuser le message hilarant, le rendant aussi viral que le coronavirus depuis l'Arabie saoudite vers l'ensemble de la région. On trouve, panique totale. On trouve dans ce même sonore des échos avec un sketch de Mohanad Khattab, qui est un jeune Syrien de 30 ans né et élevé aux Émirats arabes unis, basé à Dubaï et qui se fait une spécialité depuis 2014 sur Instagram de créer des personnages féminins tout en imitant divers accents arabes présents dans la ville-monde où il réside. Dans un sketch du 20 mars, 3 jours avant qu'un confinement national ne soit décrété aux Émirats arabes unis, Mohanad Khattab jouait un de ses personnages, Tante Rsoun, une vieille à l'épine qu'on imagine installée aux Émirats depuis longtemps et n'ayant qu'une compréhension très limitée de ce que signifie l'obligation de restreindre sa vie sociale puisqu'elle invitait toutes ses amies à la maison. Il va falloir que ça marche. Ça y est. الو يا روحي شلونك شلون كورونا معك؟ لا والله ما زهقانين ما عم نسلي بعض يعني عم نعمل قعدات عن بعض بعد ضيق عرفت شلون؟ اليوم القعده عندي تفضلي مين جاي؟ هلا وبناتها حسناء وبناتها. Donc ma chérie, comment ça va le corona chez toi? Non, non, on ne s'ennuie pas, on s'invite les unes chez les autres en petit cercle, lance le personnage avant de mentionner les dizaines de personnes présentes, y compris la parente qui arrive juste de Milan, à l'époque synonyme d'épicentre de la pandémie. La caricature de Mohanad Khattab signait l'arrivée de cette perturbation majeure que le virus apportait dans les communautés d'expatriés arabes du Golfe, ou du moins leurs franges bourgeoises, habituées à une vie sociale intense et au passage permanent des parents et amis venus du pays ou d'un autre lieu d'installation de la diaspora. Les mêmes Internet produits dans la péninsule arabe depuis le début de la crise du coronavirus, Corona dans son appellation arabe courante, semblent reproduire dans une déclinaison locale des thématiques planétaires. Les diverses stratégies adoptées pour répondre à l'ennui du confinement, la compensation par la nourriture et le gain de poids, l'obsession hygiéniste maniaque, ce type de contenu n'est pas propre à la région. Mais ce sont alors des éléments du décor qui sont intéressants à examiner en ce qu'ils peuvent révéler d'un mode de vie et de sa naturalisation. D'autres formes sont peut-être davantage régionales. Les chansons Corona, sur un ton martial ou satirique ou pathétique.
les appels au retour à Dieu, les plaisanteries sur la présence des hommes dans l'espace domestique privé, usuellement domaine homosocial féminin, la dénonciation des rumeurs, la dénonciation des superstitions, des recettes de médecine populaire contre le virus, et puis le rappel à l'orthopraxie concernant le masque et la distanciation sociale adressée à des couches de la population conçues comme réfractaires. Enfin, une des particularités strictement golfiques et l'un des angles les plus instructifs pour proposer une première approche de ces productions culturelles transmises sur les réseaux sociaux, c'est l'encodage du rapport entre le local et l'étranger. Que l'étranger soit un étranger de l'intérieur, comme le travailleur immigré, ou qu'il s'agisse du voisin régional allié ou ennemi, ou enfin celui par qui le mal arrive ou qu'il frappe dans un ailleurs lointain. Au début, donc, était l'ennui, partout dans le Golfe. Ben Baz, un influenceur émirati, dans un court sketch Instagram, ouvre compulsivement son réfrigérateur. Il dessine lamentablement son chat. Ce n'est pas la famille golfique qui est montrée ici, mais un célibataire mis en scène dans un appartement situé dans une tour où il habite seul, car rare aux Émirats. Au début était l'ennui. Parallèlement, une famille émirienne imagine pouvoir voyager et recrée le tapis mécanique de l'aéroport de Dubaï avec sa machine à cardio. رحلة رقم 1 2 3 والمتوجهة إلى لندن هيثرو. Un Koweïtien se plaint. Il explique « Le maximum de liberté à laquelle j'aspire, c'est la cour intérieure de la maison. » أقصى طموحات الحرية الحوش اللي ما كنت أحترمه ولا كن له أي تقدير. صار يعني طبعا في مشاكل عائلية لذلك أنا طالع. Le maximum de liberté à laquelle j'aspire, c'est la cour intérieure de la maison, c'est le houch, explique-t-il en faisant allusion au mode d'habitation usuel des classes moyennes dans le Golfe et en Irak, la villa avec une cour entourée d'un muret. Ce houch que je ne respectais pas, dit-il, auquel je n'accordais aucune considération. Et maintenant, il y a des problèmes dans la famille. Un de mes frères me dit « Pourquoi est-ce qu'il y a 5 ans, quand vous êtes sortis escalader les dunes, vous ne m'avez pas amené avec vous ?» L'ennui fait qu'on finit par se battre pour les corvées qui permettent de sortir. La dessinatrice d'Instagram Danao aux Émirats se précipite vers Sarabaya et elle dit « C'est mon tour d'aller à la coopérative » afin de pouvoir enfin sortir plutôt que tenter de se défiler comme elle l'aurait fait en temps habituel. Mais en même temps, combiner le masque et la sheila, le voile qu'on pose sur la tête, demande une formation, remarque-t-elle, et la chaleur étouffante du Golfe rend en tout état de cause le port du masque particulièrement difficile. Ici, un couple émirati qui, dans un supermarché, se dit là-bas, il y a peut-être un espace libre et enlève son masque en pouvant enfin respirer. Enfermés, les nationaux découvrent dans leur maison des espaces qui appartiennent aux invités. Marion Breteau, dans sa thèse Amour à Mascate, montre bien la division de la demeure, même modeste, entre une zone privée et une zone ouverte aux invités, selon des codes genrés. Ici, ce même émirati du 3 avril suggère à une femme من باب التغيير اكشخي والبس عباءة وصيري تعشي في المجلس كأنك معزومة. Pour changer, fais-toi belle, mets une abaya, donc qu'on ne porte que pour sortir et pas chez soi avec les siens, uniquement éventuellement chez soi avec des étrangers. Et va dîner dans le majlis comme si tu étais une invitée.
parce que montrer la dernière abbaye à la mode, montrer ses bijoux, se parfumer, se visiter entre filles tout en cancanant les unes sur les autres, est une partie essentielle de la vie golfique, comme l'expriment avec éloquence les très nombreux romans pour filles publiés par des éditeurs spécialisés, aussi bien au Koweït qu'aux Émirats. Les hommes ont réintégré le domicile familial. Ils cessent leur comportement de clients d'hôtel chez eux. Mehdi Hayashi, dans la première séance du Sokosma, avait déjà fait allusion à cette blague circulant sur les réseaux libanais. Un type dit « J'ai entendu mes enfants demander à leur mère, c'est vrai que maintenant papa habite avec nous ?» Dans le même esprit, sur TikTok, un Koweïtien affirme que tout va bien avec sa femme et ses enfants à la maison. مساكم الله بالخير والسعادة يا هلا يا مرحبا واسأل ربي جل وعلا أن الله يفك هذه الغمة عن هذه الأمة. الأمور طيبة وحنا في البيت ومرتاحين وما في مشاكل. Mais parallèlement à ce tout va bien, il fait passer des petits cartons sur l'écran en appelant au secours, disant qu'il veut sortir, précisant que sa femme écoute tout et qu'il reçoit des ordres toute la journée. Et il demande pas d'appeler des forces spéciales afin qu'il s'échappe. Le confinement signifie que, d'une part, les hommes ne peuvent occuper l'espace public qui est leur et doivent réintégrer l'espace privé, ce qui implique de le partager avec les femmes et avec les autres hommes de la famille, et d'autre part, ils sont contraints de participer, ou théoriquement du moins, c'est ce que disent les mêmes, à l'entretien du domicile. Ainsi, le faux échange WhatsApp échangé depuis l'Arabie Saoudite, on le voit au numéro en 965. Sur le groupe WhatsApp familial, la mère dit à Badr, prénom masculin, d'aller balayer le salon. Il refuse en disant qu'il a déjà fait la vaisselle et que c'est à Sultan de s'en occuper, lequel répond qu'il a déjà lavé le houch, la cour, tandis que Turki argumente qu'il a préparé le dîner. Il n'y a plus qu'à demander au père de famille qui essaye à son tour de se défiler. La participation des hommes de la famille aux tâches ménagères est un ressort comique qui pourrait sonner très années 1960 en contexte européen, mais si on en croit les mêmes romans auxquels je faisais allusion, demeure exceptionnel puisque c'est justement un des sujets de récrimination des filles entre elles. La redécouverte de l'espace privé du fait du confinement n'affecte pas simplement les dynamiques de genre. Elle dévoile aussi la déconnexion entre les pères et les enfants, entre les membres d'une même fratrie, chacun vivant dans son propre univers à l'extérieur. Ici, un même comique saoudien fait dire à la superstar de la chanson Mohamed Abdou, avec une imitation des gros titres des Seed People, grâce au confinement, j'ai appris que j'avais 10 enfants et non 9. Une vidéo comique du Bahreïn développe ce motif, mettant en scène la redécouverte par un père de famille de ses enfants dont il avait oublié jusqu'au nom. Assemblés au salon comme une réunion de soutien psychologique ou des alcooliques anonymes, les enfants se présentent aux patriarches les uns après les autres, précisant où ils habitent dans la villa familiale. Mona a fait des études aux Amériques. أنا اسمي منى خريجة أمريكا تخصص هندسة. ما شاء الله أمريكا ها؟ يا هذه منى اللي كنت تحول لها فلوس. هذه منى ما شاء الله كبرت. وشنو ترتيبك بين العيال؟ أنا الثانية. Et donc, ça alors en Amérique, et c'est Mona à laquelle tu faisais des virements, précise la mère. Ah, c'est elle, Mona, elle a bien grandi. Et tu es laquelle parmi mes enfants? La seconde, répond-elle avant d'expliquer où est sa chambre. Un autre enfant se lève ensuite, disant, avant de me présenter, je suis très fier et surpris d'avoir une sœur qui a fait des études en Amérique. Comment tu as dit que tu t'appelles déjà? Et je suis encore plus surpris d'avoir un frère qui est dans la même partie de la villa que moi, mais on ne s'est jamais rencontrés parce que je sors toujours par un autre chemin. Et cet Abdallah, qui est l'aîné, se présente ironiquement comme directeur des ressources humaines dans la société où il travaille. Cette pointe comique des auteurs du sketch suggère évidemment qu'à tous les niveaux, les sociétés péninsulaires postmodernes ont des progrès à faire dans la gestion des relations sur le plan intrafamilial comme dans la relation à l'extérieur. Et à la fin du sketch, on voit la bonne.
مرحبا أنا اسمي ميري. وشنو ترتيبك بين العيال؟ لا أنا مو بنت كم، أنا أشتغل هنا صار لي 7 سنوات. 7 سنوات؟ إي نعم، وبختكم مرتين وشردت وصدتوني ورجعتوني. ما شاء الله. على العموم العشاء جاهز، حياكم. On le voit donc dans cette pirouette finale, la bonne Philippine Mary, jouée par une Bahreïnie qui ne prend pas le soin de truquer son accent en la rendant un peu vraisemblable, se présente à son tour et au père lui demandant quelle est sa place parmi ses enfants, elle doit préciser son identité. Non, je ne suis pas votre fille, je travaille ici depuis 7 ans et je vous ai volé, Bokhtkoum, 2 fois et je me suis enfui. Shirad, vous m'avez rattrapé et fait revenir ici. De toute manière, le dîner est prêt. Le sketch aborde ici une des thématiques que nous examinerons plus tard, le rapport complexe à l'étranger que la crise met à nu, comme elle met à nu cette aliénation apportée par la richesse dans les sociétés de la rive orientale du Golfe. Alors que la littérature saoudienne, koweïtienne, émirati évoque avec nostalgie le temps perdu de la Hara ou du Fridj, le quartier composé de familles soudées qui s'entraident et la cellule familiale, même quand elle continue à résider au sein d'une même demeure, on la découvre là, disloquée. À ce titre, être étranger à sa propre famille ou dépendre des étrangers qui vous volent, mais sans lesquels vous ne pouvez pas vous nourrir, ne sont que des variations sur un même motif de l'aliénation, rendu plus sensible par l'enfermement. Dans une deuxième partie, je voudrais parler de la mise en scène de la lutte contre l'ennemi invisible. La chanson patriotique est un genre vivace dans toute la région arabophone et elle s'est emparée de la crise pour assurer la détermination de la nation. Alors, s'agit-il de stars au garde à vous, selon la formule d'Aziz El-Massassi et Victor Salama dans un récent article de Maghreb Mashrek? Les deux auteurs montrent que, d'une génération à l'autre, le réflexe politique est partout le même dans la région. Investir le monde de la variété pour vanter le discours officiel. Au Proche-Orient, en Afrique du Nord, dans le Golfe, les chanteurs et chanteuses de variété se complaisent dans l'universelle surenchère sexuelle et consumériste, mais dans une région où les pouvoirs politiques exercent un contrôle social intrusif, leur apparente subversion tranche avec leur allégeance au discours dominant de l'ordre sécuritaire et moral, glorifiant la nation, le régime, son armée et son chef. Fin de citation. Les deux auteurs développent à raison leur idée d'un faux paradoxe entre l'apparence de subversion liée à l'hypersexualisation du corps féminin dans ses productions et, parallèlement, le ralliement au pouvoir conservateur. Dans le cadre très particulier de l'épidémie de Covid-19, s'il y a clairement des stars au garde à vous, ce qui est frappant est plutôt que le message de responsabilité n'est pas confié par l'État aux chanteuses et qu'elles ne s'en saisissent pas d'elles-mêmes. Il peut certes s'agir d'un hasard, comme on peut se demander si peut-être elles n'auraient pas la crédibilité que le message exige. L'exubérante émirati Ahlem n'a rien à dire sur le virus et de la cohésion de la nation. La volcanique Balqis ne laissera deviner qu'elle chante en temps de crise que par un clip très sage adoptant une esthétique Zoom, du nom de la plateforme sur laquelle nous sommes. Et les seuls corps féminins que l'on observe dans les chansons Covid ne sont pas érotisés, mais responsabilisés. Ce sont ceux de la mère de famille veillant sur ses enfants et plus encore ceux de la docteure et de l'infirmière qui veillent à la protection de tous. Il est à ce stade difficile de déterminer la part du commissionnement des artistes par les chaînes de télévision nationales et donc plus ou moins directement l'État et le ministère local de l'information, et celle de l'initiative personnelle permettant d'exister sur l'échiquier local et pour les chanteurs, pour les artistes, de renforcer leur légitimité. Partout dans le Golfe et très rapidement, des montages hâtifs exaltant les gouvernants, l'armée et les professions médicales ont été concoctés avec un défilé de célébrités du rang B assurant de la cohésion nationale face à l'épidémie, comme cet exemple koweïtien entre mille. Chanteurs de ballades sentimentales, Motref al-Motref, appelle à lever le régal, le cercle qui surmonte la retra, pour saluer les héros de la nation.
Le point de départ des campagnes médiatiques de prévention aux Émirats arabes unis et par la suite des productions culturelles liées à l'effort national est une intervention du prince héritier Mohammed Ben Zayed au Qasr el-Bahr le 17 mars, dans lequel il insiste d'une part sur la ligne rouge que représente pour l'État émirien la sécurité alimentaire et médicamenteuse, et d'autre part sur le nécessaire exercice d'une responsabilité collective partagée par les nationaux et les résidents, cités par 2 fois, pour protéger les groupes à risque qui sont de notre responsabilité. Amen, fergabna. L'intervention se conclut par la formule La Tchellon Ham, ne vous en faites pas, qui deviendra aussitôt le slogan de la lutte anti-Covid aux Émirats et un tag pour les réseaux sociaux. On trouve même sur YouTube la vidéo d'un père donnant cette formule, La Tchellon Ham, à sa fille tout juste née, tandis que les internautes l'agonisent d'injures, lui reprochant de chercher El Bezat, l'argent, y voyant une basse flatterie de mauvais goût. Mais la formule, La Tchellon Ham, va être reprise par la figure tutélaire de la chanson émirati, Mirhat Hamad, ou derrière lui par de jeunes chanteurs en recherche de reconnaissance. Autre chanson bâtie sur un tag internet, celle des 2 jeunes chanteurs de charme, Mohamed Cheikh et Adel Ibrahim, qui ne ratent pas cette occasion pendant le confinement d'ajouter une chanson apparemment autoproduite à leur répertoire pour relayer les consignes étatiques plus strictement vers la population locale, parce que par son mode de vie où 3 générations peuvent coexister au sein de la villa familiale et où le contact intergénérationnel, même s'il est rompu selon le clip comique bahreïni que l'on a vu, ce contact va se rétablir. C'est là le public qu'il faut protéger en priorité, d'autant que la légitimité même du pouvoir en dépend, puisque la décision politique est déléguée par les citoyens aux gouvernants sans droit de regard en échange de l'État-providence et de la protection sur tous les plans, et en premier lieu la santé. Le clip alterne, comme il est courant dans le registre national, des images du cheikh لا تحاتي دواك ولا الغذاء والبضاعة يحفظ الله أبو خالد قالها باجتماعه لا تحاتي دواك ولا الغذاء والبضاعة عندنا خط أحمر والأوامر مطاعة ويا أخوي المواطن نحن كلنا رباعة عندنا خط أحمر والأوامر. Donc le clip alterne, comme il est courant dans ce registre, des images du cheikh Mohammed Ben Zayed, qui pour le public local sera désigné par sa kunya Bou Khaled. Que Dieu préserve Bou Khaled, il l'a dit dans une réunion, n'ayez pas peur, la trati, pour les médicaments et l'alimentation, nous avons une ligne rouge et les ordres seront obéis. Mon frère compatriote, nous sommes tous parents, Arba'a, le mot peut être compris à la fois comme ami et parent, reste à la maison, satisfais-toi de ce que tu as. Si tu as besoin de sortir, effectue tes courses en une demi-heure. Nous sommes tous une seule main pour la patrie, c'est en coopérant que nous vaincrons et que nous repousserons l'épidémie. À un moment où on ne sait pas dans quelle mesure les échanges internationaux vont être affectés par une crise dont l'ampleur n'est pas encore mesurable, la question de la sécurité alimentaire est le point du discours de MBZ qui est sélectionné pour en priorité être relayé, car sujet d'inquiétude sur lequel l'État se doit de rassurer. Et le message vise également à éviter le réflexe du stockage que le public de la région a déjà vu se produire en Europe à la télévision. La tranche d'âge visée par ce message est celle des auditeurs des 2 chanteurs, celle qui, par ses habitudes sociales, aux Émirats comme ailleurs, représente le plus grand danger de dissémination auprès des générations plus âgées. Mais ce qui est remarquable à mon sens, c'est le choix d'une ballade sur un rythme émirati, le costume national et les gros plans sur les visages avec un éclairage faisant briller les yeux, exactement comme pour une chanson sentimentale, permettant identification pour le récepteur masculin et parallèlement tout en assurant la valeur érotique
pour le public féminin. Alors que la référence aux autorités et aux États est dominante dans le Golfe, les artistes yéménites, pour des raisons évidentes, se singularisent, eux, par un ton plus personnel et plus porté vers les exhortations, moins porté vers les exhortations nationales avec image de la police et de l'armée. Le clip du chantre Akram Es-Sanad, marié au temps du Corona, a sans doute au premier degré une valeur didactique. Le clip marié au temps du Corona a manifestement au premier degré une visée didactique. Il invite à annuler les grandes noces qui sont des occasions de transmission du virus. Mais il y a une dimension intertextuelle puisque l'air est un détournement d'un chant de mariage yéménite connu. Il y a ce timbre de voix, l'accompagnement musical, le rythme lent sur une mélodie qui confère une teinte douce amère à la chanson. Félicitez-moi, mes chers amis, soyez heureux pour moi à distance. Et les félicitations et les cadeaux, envoyez-les-moi par la poste. Ma noce est d'un type unique. Soyez avec moi, mes amis, dit-il avec son accent du Nord-Yémen. Contrairement à l'air original du chant de mariage, Sa'at al-Rahman Valhin, Wal Shayatin Ghafilin, ici, les démons sont bien présents avec le virus. Il y a pour l'observateur extérieur quelque chose qui est de l'ordre d'un comique peut-être involontaire avec cette juxtaposition incongrue des gants en latex et de la djambeya, le poignard traditionnel, ou du turban de mariage avec le masque chirurgical. Mais peut-être faut-il y ressentir, au-delà du rappel à l'ordre, que la désolation devant la disparition d'une des seules occasions de réjouissance dans un pays qui est dévasté. C'est également au Nord-Yémen que sont faites les chansons à écho religieux, appelant à s'en remettre à la volonté divine et à la prière, seule protection contre le virus. Où en es-tu avec ton Seigneur? Qu'attends-tu pour revenir à lui? Si Dieu est satisfait de nous, que vienne le coronavirus et après lui, autre chose. Un autre couplet dit « Épargne-nous le fléau du corona, Seigneur, et guéris-nous de ce qui est en nous », que l'on peut comprendre comme on voudra, étant donné la situation du Yémen. Tout ceci lancé par un chantre entouré de très jeunes filles en hijab coloré, et effectivement, la prophylaxie usuelle ne semble pas s'appliquer quand on s'en remet à Dieu, puisque dans les images du making-of qui conclut le clip, personne ne fait même semblant de porter un masque. Encore que, au Yémen, on comprend l'absence d'une référence aux institutions étatiques dans ce type de production. Une distinction également signifiante peut s'observer entre les nombreuses chansons strictement locales et celles qui ont une vocation régionale. Poursuivant la consolidation de leur soft power en temps de crise, les Émirats vont confier encore une fois la tâche de galvaniser les énergies à la superstar Hossein El-Jasmi, lequel avait déjà participé à sa manière aux élections présidentielles égyptiennes de 2014 avec son immense succès Boshret Khir, bonne nouvelle, qui était un soutien indirect mais peu discret à Abdel Fattah el-Sisi. Cette fois, il se charge d'affirmer la résilience du Golfe tout entier en affirmant « Ben Addi, nous passerons le cap ». Le clip commence par un survol des paysages urbains de la région. C'est l'urbanité nouvelle du Golfe que le virus menace et non son désert et sa bédouinité identitaire.
Le tout est assorti de diverses déclarations des dirigeants. On voit passer les tours de Riyad, de Manama, de Koweït, d'Abu Dhabi. Déclaration. C'est une crise et elle va passer. Nous avons vécu plus dur. Avec l'aide de Dieu, nous passerons le cap et nous prendrons le dessus. Simplement, entre les tours que nous avons vus, il y a une absence évidente, c'est le front de mer de Doha, qui n'est pas associé au front contre le coronavirus. La chaîne qatari Al Jazeera, traduisant la vexation de son sponsor, expliquera que la région est bien mal partie si Hossein El Jasmi se charge de la protéger, car il porte la guigne à tous ceux qu'il soutient, comme l'explique un Twitter local turiféraire du régime. Puisqu'El Jasmi chante à propos du coronavirus et Omel Qatar, louons Dieu, car c'est un bon présage, que Dieu préserve les pays pour lesquels il chante et dont il cite les noms dans son chant sur le virus, qu'il nous protège de lui et de son mauvais œil. Mais il faut également vaincre l'ignorance par le sarcasme et par la moquerie. L'ignorance des rumeurs ou des recettes de bonnes femmes. Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux en nommant de recommandations d'une vieille femme appelant à guérir le virus par une décoction de clous de girofle, de gingembre et de sel, les TikTokers et les Instagrammeurs locaux s'amusent à mimer la recette, choc de génération et de milieux socio-éducatifs. قرنفل وزنجبيل ومع ملح قرنفل وزنجبيل ومع ملح يفوحوا مع بعض بس يسوي كمية كبيرة يعني من القرنفل قرنفل وزنجبيل قرنفل وزنجبيل قرنفل وزنجبيل ومع ملح. On voit le choc des générations, des milieux socio-éducatifs. L'arrivée du virus est l'occasion pour la génération friande de réseaux sociaux d'affirmer sa croyance en la modernité scientifique par le refus du fatalisme et du relativisme devant la maladie associé aux générations du passé et particulièrement aux femmes du passé. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve également dans la web-série la plus récente consacrée au Covid-19, initialement commanditée par le conseil municipal de Sib, un quartier de Mascate. C'est une série comique qui continue sans financement en espérant trouver l'équilibre grâce aux abonnements à la chaîne sur YouTube, Yawmiyat Msabbah, les chroniques de Msabbah. Le personnage comique central, Msabbah, qui s'exprime en parler de Mascate, ne cesse de prêcher dans son quartier, dans sa hara, pour faire respecter les règles de distanciation sociale, mais il se heurte à ses proches, à son voisin qui prétend avoir inventé un remède contre le corona et qui veut exploiter les citoyens crédules qui l'achèteraient, les vendeuses itinérantes, alors même que le pays, comme par ailleurs en Europe, peine à maîtriser la dissémination du virus. Les gags de ces épisodes de 3 à 6 minutes sont ponctués par des effets sonores redondants avant que le personnage ne délivre la sentence finale, la formule « Bil iltizam, nasil bi Oman et la bar al-aman » par un respect strict des consignes, nous aiderons Oman à passer le cap. Une actrice omanaise célèbre dans le Golfe, Amina Abdelrassoul, accepte de prêter main forte à cette série très amateur et joue à plusieurs reprises le rôle de Sharifa, la vendeuse de vêtements, qui va de maison en maison présenter sa marchandise, ses ragots, et qui bien sûr ne respecte aucune règle de distanciation. Elle ne porte son masque que sous la bouche, comme une barbe. Du reste, l'obligation d'être audible sur la bande sonore fait que Msabbah lui-même porte plus souvent son masque sous le nez, voire sous la bouche, qu'ainsi que le recommandent les médecins. Dans l'épisode du 4 septembre passé, qui totalise à ce jour plus de 100 000 vues, lorsque Msabbah surprend chez lui la vendeuse de vêtements en compagnie de son épouse, la dispute éclate. « Je t'ai déjà mise en garde, tu viens chez moi dans ma demeure ?» حرمتك اتصلت فيني وقالت لي تعالي لعندي البيت وانا جيت
إذا علي أنا المكان وأنت فيه أنا ما أجلس. Je t'ai déjà mis en garde, tu viens chez moi dans ma demeure et toi, tu te prends pour le chef du quartier. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est ta femme qui m'a invité. Et puis, qu'est-ce que tu as? Les gens vivent leur vie tranquillement. Qu'est-ce que tu as à être obnubilé? Quoi? Obnubilé parce que je protège ma famille du virus? Tu penses que je suis obnubilé? Mais nos voisins ont fait un anniversaire. Ils ont invité leurs enfants. هذه الحرمة ما ذكرت لي عن الموضوع لكن ما علي بعدهم بيحتاجوا لي بعدهم. Ils m'ont oublié, ils ont fait un anniversaire, ils m'ont oublié. Nouba, la fille de Hamid, à qui s'est mariée, a invité tout le monde, et il y avait de la musique et de la danse. Et Msabbah finit par prêcher dans le désert. أحبتهم بدون خوف. يعني ما اشتقت للمساجد، ما اشتقت للمة الحلوة للعلم. ترى الحل الوحيد أنه كل واحد فينا يلتزم، لأن بالالتزام نصل بعمان لبر الأمان. وانتي شيء عندك تبيعي قمصان داخلية مع رجال؟ Msabbah se retourne vers la caméra pour sortir de la fiction et s'adresser directement à son interlocuteur omanais, jouant sur la corde de l'aspiration des citoyens à un retour à la normalité. Les mosquées ne vous manquent pas, les moments entre amis ne vous manquent pas. Il est frappant ici que le retour à la possibilité de la prière collective soit dans ce sketch de sensibilisation conçu comme la récompense d'une discipline individuelle. C'est là l'inverse du paradigme comportemental qu'on retrouve dans les chroniques historiques médiévales, mentionnant une épidémie de peste bubonique, par exemple, parce que dans ces textes anciens, la prière collective, la lecture en assemblée du Coran ou des collections de hadiths authentiques était la première condition pour repousser la maladie avec la grâce de Dieu. Le recours et le retour collectif à Dieu permettaient d'espérer qu'il épargnerait la communauté des croyants. Mais là, nous sommes dans une perspective moderne qui est totalement inversée. C'est la soumission à la biopolitique qui est la condition de l'exercice libre du religieux. On pourrait enfin penser à un discours essentiellement culpabilisant pour les femmes, entre médecine traditionnelle et incapacité à se plier aux règles. Mais l'ironie est que les scénarios de la série sont écrits par une femme, Naïm al-Hataleya. Et c'est peut-être ce qui explique la pirouette finale. Avant de chasser Sharif à la colporteuse, Msabbah ne peut s'empêcher de lui demander si elle a du linge de corps masculin. Et quand elle refuse de lui vendre quoi que ce soit, en raison de son insolence, il la congédie en lui lançant un humoristique « Khoda Hafez », au revoir en persan. Cet ajout improvisé, c'est ce que l'acteur nous a dit, est saisi au vol par l'actrice. Est-ce que c'est une façon de la renvoyer à sa lointaine origine iranienne et est-ce que c'est une manière de souligner, même de façon inconsciente, l'urgence qu'il y a en Oman à éviter le sort qui frappe l'autre rive du Golfe? Alors justement, l'étranger, du paria au même, quelle est la place de l'étranger? Les mêmes Internet permettent d'observer comment se reflètent les dynamiques relationnelles entre les populations autochtones et exogènes en début de crise. Au tout début du mois d'avril 2020, alors que des mesures drastiques de fermeture des coiffeurs et des barbiers étaient appliquées depuis le 25 mars à Dubaï, qui avait longtemps résisté à la pression d'Abu Dhabi, le TikToker Saad Abdallah poste une vidéo satirique qui sera vue par 2,6 millions d'abonnés à travers les Émirats et la péninsule. Profitant de son physique qui le rend susceptible de passer aussi bien pour un national du sous-continent indien que pour ce qu'il est un citoyen émirien, il pousse la ressemblance physique en jouant dans un de ses sketchs satiriques le rôle d'un coiffeur bengali repérable à son pagne à carreaux, passant dans une rue d'un Dubaï déserté par la crise sanitaire. En surplomb, un des compères joue le rôle du client émirien, ayant revêtu une grande blouse grise et contemplant sa tondeuse d'un air désolé et confus, ne sachant comment tailler lui-même avec la perfection millimétrique du tracé qui caractérise la jeunesse golfique, sa barbe. صديق
حلاقي المفضل ماي لاف ماي كاستمر हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल दिया जो तेरे ما عرفت احلق امسك الماكينه مزبوط امسك من تحت من تحت ايوه ركب سيزي ايوه لا ما في امسك من تحت ايوه كيف يقدر كل شيء يقدر ان شاء الله الحين نودي شوي فوق ما يصير من همر انا معلوم انت همر بس ما في مشكله ميزان سيفتي انا وميزان سيفتي انت خلي داخل البيت باي باي. Entendant la vibration de l'appareil, le barbier lève la tête, le client et le professionnel se reconnaissent. Ami lance l'émirien avec la dénomination usuelle des Indiens dont on ignore le nom, Sadiq, mon barbier favori. My love, réplique le barbier troublé avant de se prendre le visage dans la main et de se corriger. My customer. Alors que le client baisse les yeux, prêt à pleurer, la bande-son introduit une ballade romantique de film Bollywood. Le client éclate en sanglots et l'ami barbier baisse les yeux. Il regarde sa main gantée qui soudain se retrouve recouverte de gel fixant dans un flashback idyllique replaçant les deux protagonistes au salon de coiffure dans des poses qui moquent les films romantiques. Mais la balade s'achève avec le retour au temps présent. Je ne sais pas me raser, se plaint le client. Et Saad Abdullah, utilisant un ressort comique universel, imite alors le pidgin arabique des ouvriers indo-pakistanais. Tenir machine bien par-dessous, oui, insérer comme ça, oui, tenir par base, oui, non, pas ça, tenir par base. Comment il peut, tout il peut, Inch'Allah. Mais quand le jeune émirati rapproche la tondeuse de son visage et abîme la perfection de sa ligne de barbe, il éclate en sanglots. Espèce d'âne, Anne, moi savoir, toi Anne, lui lance le barbier. Pas problème, pour safety toi, pour safety moi, restez dans maison, bye bye. La scénette de Saad Abdallah est d'abord une plaisanterie potache. Elle joue plaisamment des sous-entendus homo-érotiques, le my love échappant au barbier, les poses romantiques, le gel dans la main, le tient par la base, le insère comme ça, mais ainsi que le peuvent les productions humoristiques, dans leurs interstices plus ou moins volontaires, elles révèlent justement, par le choix du sous-texte homo-érotique, des dynamiques dominant-dominées, recouvrant des lignes de partage ethnique et social aux Émirats arabes unis, des inversions de rôle provoquées par la crise Covid-19. Et elle pointe le doigt vers le rapport de dépendance mutuelle liant les Émiriens et les immigrés du sous-continent indien en temps normal comme en temps de crise. Alors même que le ministre des Affaires étrangères des Émirats, Anwar Gargash, affirme en juin 2020 que le modèle économique de la région, employant une très large proportion de main-d'œuvre étrangère, sera à reconsidérer à la lumière de la crise pandémique et qu'il faudra l'examiner et voir s'il est durable ou s'il doit être amendé, alors que le Koweït envisage très fortement un avenir sans étrangers, les représentants de la société civile que sont les humoristes montrent que la réalisation même de l'exis corporelle masculine dans le Golfe nécessite le service de cet étranger et que la performance de masculinité supposant la perfection de la ligne de pilosité faciale est non seulement impossible sans le dominer, mais que l'hypothèse même de l'émiratisation de la fonction est une utopie d'autant peu souhaitable qu'elle en modifierait l'érotique. Se raser, suggère la vidéo soi-même, est à se faire raser ce que la masturbation est à la sexualité. La perspective apparemment xénophile ou simplement désabusée de Saad Abdallah est cependant à nuancer. Son personnage de Bengali apparaît dans d'autres sketchs. Celui-ci, diffusé au début d'un ramadan placé sous le Covid, montre le personnage s'exprimant toujours en pidgin arabique et tenter d'apitoyer un conducteur émirati joué par le même compère pour obtenir de l'argent. Patron, patron, bon ramadan, moi il veut ticket pour rentrer pays, mais moi seulement 20 dirhams, il veut ticket prix 1000 dirhams. Mais quand le bon émirati lui offre directement l'objet, un billet d'avion qu'il prétend devoir acheter, l'Indien pleurnicheur change de version et s'invente un nouveau besoin, culminant dans l'absurde quand ce sadique ami
prétend avoir besoin d'un nouveau cœur. Alors un nouveau compère local prétend être prêt à lui donner le sien, que le roublard quémandeur refuse car il sera trop gros pour lui. Il finit par exploser, exaspéré par ces Émiriens qui refusent obstinément de se laisser abuser et de se laisser escroquer, tout en faisant preuve d'une générosité sans borne envers les étrangers en temps de carême. رمضان كريم رمضان كريم ارباب علي تصير بلاد هذا واحد تذكرها عشان نشوف بتشا منك هذا تذكرها 1020 درهم انا بس في 20 يريد 1000 على حظك انا. À la fin, si toi il veut donner argent, il donne, si toi il veut pas blabla beaucoup. C'est Ramadan maintenant, on donne cadeau, pas blabla beaucoup. L'une des principales ambiguïtés du message est que la générosité envers l'étranger est laissée à l'appréciation de l'individu citoyen en cette période de don qu'est le mois sacré, pendant que le secteur privé ou pseudo-privé ne se gêne aucunement pour licencier sans préavis ou refuser de payer les travailleurs du fait de la crise économique découlant de l'urgence sanitaire ou pour diminuer les salaires dans des proportions effrayantes en retirant un tiers ou une moitié. Mais le TikToker renseigne ici autant sur l'image de l'Indo-Pakistanais bengali chez la population locale émirienne que sur la perception que celle-ci a d'elle-même dans son rapport à la main-d'œuvre immigrée. Le sadique anonyme est partie intégrante du tissu social, c'est une figure familière du fridge golfique à qui on donne les moyens de vivre dignement, qu'on regarde avec une tendresse de dominant et qui pourtant ne se montre pas toujours aussi reconnaissant qu'on l'espérerait. L'exact négatif de cette attitude paternaliste assortie de la bienveillance du dominant est la star de Snapchat koweïtienne Reem Shammari qui, le 28 mai dernier, enflammait les réseaux sociaux avec une vidéo fort peu comique expliquant, face aux protestations d'Égyptiens obligés de quitter le pays suite à leur perte d'emploi ou la réduction de leur salaire, à l'Égyptien minable qui déblatère et qui s'imagine qu'il vaut un Koweïtien, le Koweït est aux Koweïtiens, franchement, pas aux Égyptiens. Vous êtes de simples employés, on vous fait venir pour un salaire, pour nous servir. Pourquoi vous ne comprenez pas? لازم تفهمون شيء واحد، انتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، فهموا؟ لك تي تشتغل تاخذ راتب. انت ما انت شريكي في الوطن، افهم. تتأمرون بعد؟ نعم، شنو فيه؟ انسوا. ولازم شوفوا خليني اقول لكم شغله. Elle s'est penchée sur un temps menaçant, levant le doigt comme une maîtresse d'école en furie, déclenchant une de ces guerres artificielles des réseaux sociaux à la fois koweïtiens et égyptiens, où on insulte la nation de l'autre, ou bien au contraire, on affirme vertueusement la non-représentativité du fauteur de troubles en prétendant refuser de prendre part au concours d'insultes, mais tout en ajoutant sa part au buzz généré. Et la découverte d'une mère égyptienne à la Snapchatteuse apportait un twist supplémentaire à ce feuilleton tragicomique de début juin. C'est alternativement dans la plaisanterie ou le scandale que les réseaux sociaux laissent parfois transparaître des questions effectivement essentielles pour les sociétés du Golfe, comme la part des travailleurs étrangers, alors que la parole est strictement contrôlée, et la e-répression, une épée de Damoclès. Significativement, on ne trouve aucun sketch satirique de résidents étrangers sur les diminutions de salaire et la préférence nationale, ouvertement appliquée depuis l'arrêt de l'activité économique, tant celui qui s'y risquerait ne pourrait le faire qu'en abandonnant tout espoir de retrouver un emploi dans les États du GCC. Les lois émiriennes éditées par l'autorité de régulation des télécommunications punissent d'ailleurs les contenus en ligne qui visent ou publient des informations, des nouvelles, des déclarations ou des rumeurs dans le but de ridiculiser, insulter ou ternir la réputation du pays, et il y a des régulations comparables dans les autres États du Golfe. Si de rares images de grève dans des camps de travailleurs ont pu être diffusées, la vidéo la plus proche d'une satire de la condition des travailleurs vient d'un Indien du Kerala résidant au Koweït qui a été vu plus de 300 000 fois. Sur une mélodie Bollywood, il chante dans le pidgin arabique qu'on a déjà entendu précédemment,
il n'y a pas d'argent, il n'y a pas à manger, moi travailleur ou pauvre. Ce qui n'empêche pas, on le voit dans cette vidéo, qu'il y a effectivement distribution par l'État koweïtien de nourriture aux étrangers nécessiteux ayant perdu leur emploi, comme 2 immigrés syro-libanais le commentent depuis la fenêtre de leur appartement. Mais pour revenir à la vidéo précédente, les commentaires que l'on pouvait lire en marge sur les réseaux sociaux étaient sans ambiguïté. Baba rentre au pays, commentait un Koweïtien en reprenant le même pidgin. Pourquoi toi fâché, Dieu généreux? Si la détermination nationale face à l'épreuve est assurément une réaction universelle et un message commun à tous les États frappés, le thème de la générosité envers les siens et envers les autres est plus clairement un élément culturel propre à la région avant même Ramadan. La première réaction, on l'a vu, des industries du spectacle diffusées sur les réseaux, aura été de magnifier la nation, parfois dans sa dimension réduite, parfois dans sa dimension plurielle. Quand elle se présente comme plurielle face au danger, mais nous savons que le prix économique ne sera pas le même pour tous. On est donc là, ce sera ma conclusion, devant une des difficultés auxquelles sont confrontées les nations de la péninsule qui ont adopté un modèle économique et politique dans lequel les citoyens de plein droit sont minoritaires, modèle ne pouvant être changé à court terme, c'est qu'en cas de crise grave, le sentiment de responsabilité de l'individu est conditionné à son sentiment d'appartenance à la communauté, à ce patriotisme qu'œuvrent à susciter les productions culturelles que nous avons vues. Mais comment ce sentiment patriotique peut-il être soutenu de façon durable chez ceux qui savent que parce qu'étrangers et non destinés à intégration, leur présence est conditionnée aux seuls besoins économiques et que si, en tant qu'étrangers, ils sont indispensables à la bonne marche du pays au niveau collectif, chaque individu étranger, lui, par contre, est sacrifiable. J'arrête donc ici ma présentation et redonne la parole, cette fois-ci, à Laurent. Bien, merci Frédéric pour cette présentation passionnante qui va donner, je crois, lieu à une contribution écrite plus longue. Il y a déjà eu une déclinaison première sur Orient 21, notamment sur la dernière partie, sur le rapport aux étrangers. Vous pouvez poser vos questions par écrit. En attendant, moi, je vais commencer peut-être avec une. J'ai le sentiment que, dans moi, ce que j'ai pu recevoir, en fait, beaucoup de discours complotistes avaient, d'une certaine manière, besoin d'un assentiment, d'une validation, justement, occidentale. C'est-à-dire que beaucoup de choses que moi j'ai vues diffusées reprenaient des discours qu'on pouvait trouver en Europe, en Amérique du Nord, s'appuyant parfois sur des figures qu'on connaît. Moi, je me souviens par exemple de Douste Blazy, l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé français, qui avait eu un discours assez critique sur la pandémie, et assez peu de contenu réellement produit dans le Golfe. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, j'avoue que la question des discours complotistes est en quelque sorte un point aveugle de ma présentation parce que je n'en ai pas sélectionné et il me semble que ce que j'avais vu provenait, par exemple, éventuellement du Yémen. Je me souviens d'une vidéo avec accent yéménite prétendant qu'il n'y avait pas de coronavirus à New York et que tout ceci était partiellement faux. Ce qui me semble intéressant dans la région Golfe est le fait que les individus et les États se soient chargés d'investir les réseaux sociaux pour aller contre les rumeurs. Je n'ai pas eu le temps de la montrer, mais il y a une vidéo circulant sur Instagram que j'avais trouvée, qui était fabriquée au Koweït et qui montrait des professionnels de la santé examinant des messages WhatsApp
avec des contenus soit absurdes, soit complotistes, et qui faisaient le travail de débunker, de décodeur que nous avons dans les journaux en ligne en France. Et là, manifestement, c'était le ministère de la Santé qui commissionnait cette tâche d'aller à l'encontre des rumeurs en préparant une vidéo et en s'assurant de sa circulation sur les réseaux sociaux. Alors, on a une question de Anne Douer-Bani qui peut ouvrir son micro. Oui, oui, Anne? Alors, Anne, on ne t'entend pas. Oui. Il y a un problème de micro apparemment. Oui, alors on repassera à Anne. Il y avait une question de Siraj Kamal aussi, qui peut ouvrir donc son micro. Bon, décidément. Alors Anne? Oui, vous m'entendez? oui, ok. Je ne pouvais pas m'entendez? activer mon micro, j'étais bloqué par l'animateur. Merci beaucoup, Frédéric Lagrange. Ma question est en fait assez simple. Je crains d'avoir la réponse, mais je me demande s'il y a eu des détournements sarcastiques, caricaturaux, vidéos détournées de messages officiels de dirigeants. Justement, quand j'avais au tout début de ma présentation dit que l'on pouvait trouver dans les réseaux sociaux et les productions culturelles du Golfe, soit ce que Stuart Hall appelle le décodage hégémonique, où on va dans le sens du message, on l'accepte tel quel, on le reproduit et on accentue son efficacité, soit une position négociée. Et la troisième position de Hall, c'est justement le décodage qui va à l'encontre, c'est le décodage oppositionnel. Et dans la région Golfe, non, il n'y a pas de décodage oppositionnel, tout simplement parce que la prise de risque d'avoir un décodage oppositionnel sur les réseaux sociaux ferait que la personne ne pourrait, tout simplement, verrait son compte fermé et personne ne prend le moindre risque dans ce sens. A priori, peut-être les endroits où l'État est actuellement inexistant ou partagé, comme le Yémen, serait l'occasion peut-être de voir des vidéos de ce sens. Et justement, c'est du Yémen que j'avais trouvé la seule vidéo dans laquelle il y a le corona, on ne peut rien y faire, les épidémies sont envoyées à Dieu, faites votre prière, on s'en remet à Dieu. Les autres États n'ont pas du tout ce type de discours. Donc non, je ne crois pas que l'on puisse actuellement voir une attitude sarcastique retransmise sur les réseaux sociaux dans la région de la péninsule arabique. Donc les Qataris n'en profitent pas pour se moquer des pouvoirs saoudiens ou émiratis. On l'a vu, l'exemple de ironie dans la chanson de Hossein El Jasmi. Mais j'avoue que, très franchement, j'étais très heureux d'avoir trouvé cet exemple. Pour moi, j'avais trouvé une pépite. Enfin, le Saint Graal était là. Je trouvais la trace d'un reflet dans des mèmes et des oppositions et des guerres régionales. Je ne suis pas sûr qu'il soit facile d'en trouver d'autres. Mais effectivement, il faudra aller peut-être plus creuser de ce côté pour voir dans quelle mesure il y a des prises de position. Par exemple, je me souviens d'un épisode dans la série émirienne consacrée à la poésie dialectale qui s'appelle Shi'r el-Million, le poète du million, où il est habituel que tous les poètes qui viennent d'Oman, d'Arabie Saoudite, du Bahreïn, actuellement évidemment pas du Qatar, fassent un petit compliment à l'État. Et l'un des poètes saoudiens avait clairement fait allusion au fait, parce qu'il fallait faire un compliment à l'État émirien, que contrairement aux autres qui n'agissent pas, suivez mon regard, lorsque Wuhan
qui est donc la ville d'où tout est parti en Chine, est en feu, soumise au virus, c'est les Émirats qui ont envoyé un avion pour aller sauver tout le monde, c'est-à-dire les Émirats agissent et ne se contentent pas de parler. Donc il y a toujours dans l'intertexte la possibilité d'y lire une pique contre le voisin, et on devine que le voisin est soit le voisin dans le Golfe va être Qatar, soit éventuellement des allusions très en filigrane à l'Iran. Ce que j'ai trouvé éventuellement au Koweït, ce sont des productions de ce type, petites vidéos comiques dans lesquelles c'est la Chine qui est attaquée. Oui, donc il y avait la question de Siraj Kamal, qui a donc maintenant son micro qui est actif. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Merci pour votre présentation. Je voudrais juste savoir quelle était la place de la communication numérique pendant cette crise. Est-ce que vous pouvez préciser à quel type de communication numérique vous faites allusion? Si nous pouvons parler par exemple pour les administrations dans leur service électronique par exemple, est-ce qu'ils ont imposé leur service par rapport aux services classiques? Ah, mais de toute façon, dans la région du Golfe, la plupart des services étaient déjà, avant même la crise sanitaire, étaient accessibles en numérique. La région Golfe, du moins la région de l'Est du Golfe, là où les gouvernements sont particulièrement riches, est très en pointe du e-government. Ce qui fait qu'on est passé à un e-government qui était présent partout, à un absolument partout. Mais finalement, je ne suis pas sûr que la crise, il y a un avant et un après dans le rapport au numérique qu'ont les habitants de la péninsule, du GCC, hein, des pays du Golfe, puisque c'est déjà quelque chose qui est très fortement mis en place dès avant, me semble-t-il. Merci. Merci beaucoup. Oui. Donc, il y avait ensuite une question de Philippe Pétriage. J'active le micro de Philippe. Oui. Philippe. Donc, il y a manifestement un problème de micro. Alors, Philippe avait notamment une question qui, je vais la lire. Donc, il demandait comment, en fait, il y avait des recours aux références médicales dans les débats sur les médicaments, les mesures sanitaires, les traitements. Est-ce que les internautes débattaient, comme on a pu le voir en Europe, sur les bienfaits de certaines poudres de perlimpinpin ou types de médicaments supposément plus sérieux? Alors, personnellement, je n'ai pas trouvé de traces d'hydroxychloroquine dans les réseaux sociaux du Golfe. Il y en a peut-être eu, en tout cas, je ne les ai pas repérés. Et il me semble qu'il n'y a pas d'opposition aux mesures de prophylaxie qui sont dictées par l'État, d'autant que, contrairement à la France, les masques sont présents quasiment immédiatement, et que nous vivons également dans un pays dans lequel il y a, dans des pays dans lesquels il y a de fortes, très importantes communautés extrême orientales qui ont habitude de porter le masque. Les masques sont quelque chose qui n'était pas qu'on ne voyait pas en permanence dans la population particulièrement locale, mais voir quelqu'un avec un masque dans un supermarché n'était pas totalement inouï à la base. Il y a une question maintenant de Amin Mogada, mais... Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui.
Oui, bonjour. Merci beaucoup Fred pour cette présentation très intéressante. Je voudrais juste te demander, est-ce que par rapport aux Émirats arabes unis en particulier, avec le discours politique qu'on a eu ces dernières années sur la tolérance et le happiness avec la création des ministères, des state ministères qui étaient consacrés à ces sujets-là, je voulais te demander si ce discours-là, en quelque sorte, a adopté, je dirais, le Covid, ou il a été la rhétorique du Covid, ou est-ce qu'il a été transformé, ou est-ce que dans le corpus que tu as étudié, tu as vu des expressions de ce discours politique de happiness et de tolérance, dans les productions culturelles? Écoute, je vais te donner une impression que je ne peux pas argumenter. À mon sens, l'année de la tolérance, de toute façon, était effectivement terminée puisqu'il y a une année, il y a un thème d'année aux Émirats arabes unis. Dans les productions que j'ai pu observer, il me semble que cette thématique a été mise entre parenthèses et que l'urgence était celle plutôt de la nation unie entre les résidents et les locaux, mais en donnant des représentations des locaux et des résidents extrêmement codifiées, où, par exemple, l'image du résident n'est jamais l'image du travailleur de force, mais c'est beaucoup plus la médecine palestinienne, l'infirmier égyptien. Ce sont ces gens-là qui, dans les productions culturelles que j'ai vues, étaient mis en avant comme devant illustrer cette collaboration entre la population locale et ceux qui résident dans le pays. Les travailleurs n'étaient présents que dans les scènes satiriques que j'ai pu montrer. Il n'y a pas, de ce que j'ai vu, des films commissionnés par les autorités dans lesquels il puisse avoir une présence de toutes les couches sociales de la société. Donc, je réponds un peu à côté à ta question sur la tolérance. Il me semble que là, cette question-là n'était pour l'instant pas à l'ordre du jour. C'est une première impression, simplement. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Nada Q8. Est-ce que vous pourriez nous donner votre nom et puis l'affiliation institutionnelle, s'il vous plaît? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, c'est Nada Lgbaib de Koweït. Je suis actuellement doctorante à l'Université de Paris 2 et je travaille également sur la région du Golfe, mais sur la crise politique du Golfe et la ligne éditoriale d'Al Jazeera. Ce qui m'a attirée dans la présentation très bien faite et vraiment très intéressante, l'aspect de la dérision sur lequel aussi moi je travaille. Du coup, j'ai une question. Je vais commencer par la question et j'entamerai par le commentaire. Ma question, c'est, selon vous, quelle serait l'importance de la dérision politique connectée durant les crises dans cette région du Golfe? Et ma commentaire donc c'était Anne qui a posé une question sur les contes satiriques. Et il y en a effectivement 2 à 3 contes koweïtiens qui font usage de beaucoup de satire et beaucoup de dérision, parfois politique, en lien avec la crise. Et si elle veut, je peux les communiquer à elle. Donc, il y en a plusieurs et vous pouvez avoir accès à ces comptes-là sur Instagram. Eh bien, écoutez, moi, c'est moi qui suis particulièrement intéressé par ce matériau que vous examinez, parce que, pour le coup, cela ne pourrait qu'enrichir le papier, la publication qui sera tirée à partir de cette présentation.
Donc, je m'inscris dans la liste des gens particulièrement intéressés par ces documents et ces contes satiriques et ces discours satiriques, car ainsi que je le disais en tout début de présentation, en fait, je suis tributaire de ce qui a circulé et de ce qui m'a été envoyé. Et évidemment, des choses ne peuvent qu'échapper parce que le monde des réseaux sociaux est un monde qui est sans limite. Donc, je suis extrêmement preneur et serais très reconnaissant d'avoir ces références. Je voulais communiquer. Alors, par rapport à la question, s'il vous plaît, l'importance de la dérision politique connectée durant les crises du Golfe. Toute crise politique, sanitaire, tout. Et la question que je me pose est la possibilité de la dérision. La dérision me semble pour l'instant, mais j'espère que les références que vous allez donner pourront prouver le contraire. La dérision est rare dans les sources que j'ai trouvées. J'ai trouvé des démarches d'adhésion négociées, mais la dérision et le recul franc par rapport au discours prophylactique ou à un discours politique, quel que soit, me semble généralement lié dans la région Golfe à des positionnements qui vont dans le sens de l'État auquel on appartient. C'est-à-dire que la dérision pourra être exercée contre la Chine, contre Qatar, si on est à Qatar, contre les Émirats, contre l'Arabie saoudite. Mais la dérision contre soi-même sur une question vitale, pas de la simple critique sociale, mais sur une question politique vitale qui est la santé de la nation. Pour l'instant, je n'ai pas repéré des choses qui soient de la franche dérision et attends d'en trouver et serais heureux de l'avoir. Merci. On va terminer cette séance avec une question d'Abès. Oui, donc écoutez, merci beaucoup Frédéric pour la richesse de ton exposé quand même, il faut le souligner, puisque tu as aussi fait l'effort de collecter du matériel, des matériaux dans l'ensemble qui concerne l'ensemble, produits ou qui concerne l'ensemble des pays de la péninsule arabique. Ma question et ma remarque recoupent celle d'une collègue, d'un collègue de l'ULB qui nous dit qu'elle a du mal avec son micro. Donc en fait, c'était une question et une remarque méthodologique, c'est-à-dire à quelle difficulté tu es confronté avec un tel corpus, comment tu le constitues, et en fait, la question fondamentale, me semble, c'est celle de à quelle précaution finalement on doit faire attention, enfin, quelles précautions on doit prendre justement pour analyser, travailler cette documentation. D'autant plus que, évidemment, comme tout chercheur, en tout cas comme la plupart des chercheurs, tu es confronté à une masse de documentation. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette question méthodologique? Oui, j'ajouterais que, juste 2 secondes, il y a Sahar, Saïd Neya et Irina Descarrières qui avaient des questions allant dans le même sens, en fait, sur la méthode un peu de collecte. Voilà, c'est pour ça que je les ai synthétisées, puisqu'elles se recoupaient. Alors, c'est ce à quoi je faisais allusion au tout début de mon intervention, et le fait que pour collecter cette matière, je suis tributaire de ce qui m'est envoyé, c'est-à-dire que de façon très expérimentale et amateur, j'ai tout simplement demandé à toutes les personnes que je connaissais dans la région de m'envoyer systématiquement tous les mèmes, tout ce qui circulait sur WhatsApp, tout ce qui circulait sur les comptes Instagram, et par la suite faire un travail de tri. Maintenant, le critère de la représentativité ou de l'intérêt était, je dirais, basé d'abord sur la circulation dans la mesure où elle peut être mesurée
j'ai pu m'apercevoir que sur Instagram, il y a des chiffres de circulation, de même que sur YouTube. Donc ça a été un de mes critères qui était de choisir des productions sur lesquelles j'étais sûr qu'elles avaient effectivement circulé. Maintenant, il peut, comme je l'ai dit en début d'intervention, il se peut qu'il y ait des choses qui m'intéressent en ce qu'elles révèlent d'un décor, en ce qu'elles révèlent d'un système de pensée et qui ne sont pas, dont je ne peux m'assurer de la représentativité. Mais il me semble que toute personne qui travaille sur les réseaux sociaux est confrontée à ce problème méthodologique majeur qui est de savoir réellement dans quelle mesure quelque chose est connu, a circulé. Je l'avais donné au tout début l'exemple de ce même Libanais. Il se trouve que tu l'avais reçu, il se trouve que Laurent l'avait reçu, il se trouve qu'il m'arrivait d'Égypte. J'avais là effectivement des critères me laissant penser que nous étions devant quelque chose qui effectivement avait très largement circulé. Mais je n'ai pas de réponse parce que je crois que c'est un sujet qui est encore complètement vierge quelque part. Je n'ai pas de réponse satisfaisante à apporter à la question de l'éthique méthodologique dans la manière dont nous pouvons traiter cette matière brute que sont les productions culturelles échangées par des individus sur les réseaux sociaux. C'est du tâtonnement et j'assume ce que je disais au tout début. Je suis forcé d'assumer cette part de tâtonnement. Très bien, merci. On va terminer là cette séance en se donnant rendez-vous le mardi 3 octobre. Là, on va bouger vers Beyrouth, à l'IFPO, avec Chiara Calabrese qui évoquera les politiques du Hezbollah face au Covid-19. Merci à toutes et à tous pour votre présence, vos questions. Un grand merci à Frédéric, surtout, qui sort sans doute lessivé de cette séance, mais nous sommes tous passionnés par cet objet. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci Frédéric. Au revoir. Au revoir.